Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On commence sans plus tarder par le Bitcoin. Aucune nouveauté pour l'instant, donc je vous propose de passer très rapidement, tout simplement parce qu'il n'y a pas de choses à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit hier, à savoir toujours en attente soit d'une reprise de la volatilité baissière en sortie du triangle, soit le marché trouve son nouveau bottom ici et constituera donc un nouveau swing daily à l'intérieur de cette forme contraction dans laquelle on ne casse plus de support mais on ne casse pas de résistance non plus. Donc peut-être une traversée du désert, ce qui pourrait être en soi la meilleure des choses pour le BTC, arriver à stabiliser sa valeur entre, on va dire, 6000 et 5005 et 8000, sans réussir à franchir aucune de ces deux bornes pendant plusieurs semaines encore. Côté Ether, donc on est toujours dans la même chose. Ici, ça ne parvient pas à se stabiliser. On casse toujours pas le plus haut daily. Toujours pas le moindre signalement de momentum. Je note l'oscillateur cette fois par contre qui passe en valeur positive. Donc effectivement, j'attends toujours la cassure d'un plus haut intraday possible à surveillance pour l'instant avant de voir de telles choses, avant de voir des choses intéressantes qui pourraient se produire. Alors pardon, là c'est parce que je bosse sur la version 1.20. On va revenir sur la version 1.19. Voilà, mais ouais, ça maintient ici. Donc on garde un billet légèrement bear pour l'instant, c'est-à-dire que malgré les prises de profit en 2 heures, le marché ne parvient donc toujours pas à se stabiliser. Attention, en général, ça annonce une poursuite de la baisse, c'est-à-dire un range baissier avant de trouver un bottom. Donc typiquement, je m'attends à un prochain cycle, comme on avait dit, un nouveau bear pour aller chercher du exit, c'est-à-dire aller chercher des prix encore plus attractifs pour sortir un maximum de vendeurs et attendre que les prix se stabilisent, voire remontent. Donc pour l'instant, je dirais on retourne à 2 sur 5 dans l'attente d'un vrai signal acheteur validé, ce qui n'est donc pour l'instant pas le cas. Ça dégrade, mais voilà, le TP ne semble donc pas suffire. Impossibilité de trouver des patterns acheteuses. Ici c'était un TP, mais comme on a dit, il faut attendre une confirmation. On voit bien que ça passe toujours pas, donc c'est soit aujourd'hui on casse le cycle bear pour donner un sentiment un petit peu plus haussier, puisque le momentum semble ne pas trop savoir où aller. On est sur un beau squeeze en 2 heures, donc autrement dit, je veux vraiment voir une prise en main acheteuse et revenir vers ces niveaux de résistance là et voir cela. Option numéro 2, ça continue de chuter et dans ce cas là il faut être patient. On sort du marché crypto. Hier, pas grand chose à se mettre sous la dent. Je vais faire un tour d'horizon graphique de voir s'il y a des choses. Alors JPN qui prend 1%, on va regarder ça. Ok, bon, toujours aussi inintéressant les marchés actions, c'est un néant total. Le Nasdaq, même chose, absolument inintéressant. On va les regarder après, mais je vais d'abord regarder tout ce qui se passe sur les Corées. Je vous rappelle, je découvre le marché en même temps que vous. Je ne prépare pas du tout ces émissions avant, donc là, je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Les taux, ça reste orienté à la hausse et on franchit des résistances. Ça commence à m'intéresser. Il serait temps qu'on sorte enfin de ce triangle. Donc voilà, là qu'on trouve une vraie belle appréciation haussière et qu'on se mette à casser les résistances assez fortement pour montrer un sentiment haussier sur les taux. Ça pourrait aller d'ailleurs avec une hausse avec les actions. Donc on va voir. Hausse du risque, c'est-à-dire les actions montent, mais le risque monte de facto avec, ce qui fait monter les taux. Les junk bonds sont toujours au contact. Ouais, bon, ça traîne, mais c'est un marché bear, donc là, il faut vraiment faire attention à ça. C'est vraiment un truc à surveiller, ça, comme l'huile sur le feu. Le repo est toujours à 2%. Ok. Pour l'instant, pas grand-chose qui bouge. Alors le gold, est-ce qu'on franchit un peu de la résistance? Non. On meurt comme d'hab. Tout est fait pour patienter. Il faut surtout pas que le gold déclenche. Ce serait mauvais signe. Alors l'US Oil, est-ce que celui-là, il va falloir s'y attaquer ou pas? Non, je dirais que pour l'instant, toujours un petit peu de patience. On a donc le premier cycle acheteur qui vient de se mettre en place. Donc je pense qu'on va pouvoir affiner la projection par contre. C'est-à-dire que par rapport à hier, on a une petite information supplémentaire. On a, je pense, la structure ABC qui semble profiler. Donc effectivement, une zone 50% de retracement avec une vente à prendre par là. Voilà, donc à surveiller. Mais c'est a priori, pour l'instant, plutôt cette zone-là qui semble attirer l'intérêt, donc c'est-à-dire la zone aux alentours de 50%. Ça, on s'en fout.
Voilà, donc à surveiller, mais ça semble pour l'instant se profiler plutôt vers ce schéma-là. Tant que ça reste haussier et qu'on ne vient pas recoter ces zones de prix, je pense qu'il n'y a pas d'urgence en l'état. Voilà, donc petite zone 127 avec un petit excès ici peut-être pour revenir chercher le Fibo 61. Ne me semble pas impossible. L'eurodoll toujours aussi inintéressant. On attend la chute de l'euro à nouveau. GBP a franchi sa résistance. Enfin, ça y est, on y est, donc on peut passer à 3 sur 5. Voilà, on augmente la note, c'était l'objectif. J'attends la fin de cette vague 1 ou sa poursuite. Dans tous les cas, le GBP haussier, ça me va très bien. On est bien toujours sous l'égide d'un double signal acheteur, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Mais je pense qu'on pourra avoir un retest de ce support à venir, voire peut-être même sa cassure pour déclencher une vague 2. On voit que cette zone de prix là n'a jamais été retestée, ça ne me semble pas impossible que le GBP aille là. Maintenant par contre, ce dont on peut beaucoup plus facilement, la chose sur laquelle on peut beaucoup plus facilement spéculer, c'est le fait que ça a beaucoup plus de chances d'être notre bottom. Je parle en daily, ce qui veut dire qu'à mon avis, on a bien fait ici A, B, C de manière complètement pernicieuse et qu'on est en train gentiment de se rediriger peut-être vers des schémas haussier, en tout cas pour l'instant c'est ce que ça semble suggérer de mon côté. Donc je reste exposé en l'état, pour l'instant pas de levier possible sur GBP USD, mais je me mets à l'achat de tous les supports, de tous les pullbacks qui pourraient être proposés avec des prix intéressants. Et on envisagera peut-être des trades en breakout, mais pour ça, il va déjà falloir constituer des résistances. L'euro-yen, ça, c'est celui qui est problématique. Donc là, ce matin, il me déclenche l'alerte invalidation. Donc immédiatement, je réduis mon levier, je vois qu'on vient tester la résistance. Mais je ne vais pas non plus changer la donne. C'est-à-dire, on avait bien mis 3 sur 5. Je vais rester sur cette étape-là, c'est-à-dire que pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, regardez, tout simplement, je vais vous montrer... Voilà. Pour moi, en 2 heures, on a donc bien le double signal acheteur ici qui se met bien en place. Ok. On vient chercher la résistance, donc c'est-à-dire que les boules essaient de reprendre la main. Maintenant, est-ce que ce marché est haussier? Pour moi, non. Voilà, quand vous avez un truc comme ça, ça semble plus bien bear qu'autre chose. Donc j'ai énormément de mal à me projeter vers un marché acheteur. Cependant, les cycles sont en train de passer bullish. Donc il va vraiment falloir faire attention à ce marché. En l'état, c'est pas bon signe. Regardez, ça s'est déclenché hier. Donc là, on est en train, ça se déclenche sur la bougie d'aujourd'hui. On est potentiellement en train de reprendre des cycles acheteurs et ça, c'est pas bon. Donc on va voir si par contre ça fait cycle acheteur et qu'on continue de pousser. C'est-à-dire il va déjà falloir que la bougie d'aujourd'hui soit validée et j'ai du mal à penser qu'elle va l'être. Donc on va surveiller. Il y a des positionnements qui pourraient être pris en amont de la BCE qui est donc jeudi, je vous le rappelle. BCE qui va descendre, le niveau de rachat d'actifs a déjà commencé, donc en septembre, puisque septembre-décembre, on a réduit à 15 milliards et décembre, on coupe la pompe Afrique. Donc on va voir, mais ça normalement, l'euro effectivement devrait reprendre des couleurs à la hausse, mais peut-être pas nécessairement tout de suite. Je pense pas, en tout cas sur le côté yen, ça devrait pomper. Je vous rappelle que l'euro-yen, je revu mes objectifs baissiers, c'est-à-dire que je ne viserai vraiment pas plus bas que ça. Et ici, effectivement, ce sera prise de profit quasiment totale. Et pour la partie yen, derrière, je basculerai plus sur USD yen et NZD yen. C'est le scénario qu'on a déjà présenté ensemble depuis un bon moment. Aujourd'hui, le yen s'est détendu un petit peu, c'est-à-dire qu'on tergiverse, mais de toute façon, attendez-vous à ce qu'à un moment donné, on déborde les résistances et qu'on se mette à travailler assez cordialement à la hausse. Et alors là, pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, comme l'euro tente à aller un petit peu plus au nord et que le yen ne déclenche pas, forcément l'euro-yen s'en prend plein la tronche. Mais je ne pense pas nécessairement qu'il faille stresser outre mesure sur cet actif. Ça me paraît vraiment très prématuré pour espérer un momentum acheteur ici. Donc j'ai plutôt tendance à penser que cette machin-là va se faire invalider assez brutalement. Et on verra si la bougie daily valide ce cycle bullish ou non dans tous les cas. Il n'y a pas de confirmation de momentum, donc il ne faut pas non plus se mettre en mode panique à bord, mais j'ai l'impression que le marché veut chasser du stop au-dessus de la résistance. Donc moi j'ai identifié par là une petite zone qui est assez intéressante dans ce marché. Donc une petite zone à venir traiter juste ici, entre guillemets, ça commence à baisser, puis là on vient piéger tout le monde.
tout simplement pour emmerder, comme d'habitude, le monde. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit ici dans une structure de type impulsion, consolidation, pour refoutre une impulsion. J'ai surtout l'impression que le marché prend tout le monde pour un gros con, qu'on va juste aller déclencher quelques stops là, puis se repéter la gueule allègrement. En gros, cassure de la résistance, échec, et en derrière, défonçage de support. Donc je reste vendeur quand même, mais je réduis le levier, tout simplement parce que c'est pas possible de rester trop fortement exposé ici. Donc on a parlé des autres paires en yens, la UDNZD, pas de nouveauté, ça tergiverse. Tesla. Alors Tesla, il va peut-être falloir revoir les cadrans. Pour l'instant, ça ne me paraît pas non plus cataclysmique, mais attention, si on commence effectivement à reprendre une phase de hausse, dans un range, on bouge généralement en deux phases. Donc là, on aura eu phase 1, phase 2, et dans ce cas-là, on pourra spéculer sur la fin. Et tout simplement, le fait que Tesla ne veut donc pas casser nécessairement son support, même si moi je pense, comme on a cassé la résistance là-haut, il va falloir aller casser ce support. Je conserve toujours le résultat vendeur que j'ai sur Tesla, au risque tout simplement de réduire le gain final. Mais je pense toujours qu'on peut avoir une petite rechute. Bon, le problème de Tesla, c'est que de toute façon, c'est émotionnel, c'est-à-dire que c'est lié au news flow. Quand Musk fume un joint à la télé, ça fait paniquer tout le monde, et puis le lendemain ça remonte. Enfin bon, voilà, c'est du n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, de toute façon c'est un gain, donc ça ne me gêne pas du tout. Mais au bout d'un moment, si on continue vraiment sur ce type de marché émotionnel, je risque d'encaisser mon gain et de ne pas demander mon reste plus tard. Apple, il faudra qu'on en parle. Le problème, c'est que il va falloir voir ces trucs-là. Est-ce que Apple est en train de perdre son momentum acheteur ou non? Une petite seconde. Allez. Voilà. Est-ce que ça, c'est mauvais signe pour Apple? J'aurais du mal à le dire. Le problème, c'est que là, on commence à faire des avalements baissiers hebdomadaires. Normalement, c'est le truc qu'on ne fait pas dans une tendance haussière. Surtout dans une bulle, des avalements baissiers hebdo, il n'y en a pas beaucoup. Donc on va voir, à surveiller. Bon, on est en train de travailler un petit support. C'est-à-dire qu'en gros, là, en daily, on revient tester cet ancien support. On va voir comment se comporte la séance d'aujourd'hui. Et je pense que ça peut être pas inintéressant. On échoue bien sur des targets sideways, ce qui veut dire que si ici on se remet à casser des supports, moi, honnêtement, un petit renfort Apple ne me déplaira pas du tout. Mais pour l'instant, voilà. Le problème, c'est que demain, il y a donc la fameuse les keynotes là. Donc on a une keynote, on va voir un peu quelles sont les nouvelles générations d'iPhone 10 et compagnie. On va voir si ça plaît ou ça ne plaît pas au marché. Si ça déplaît alors qu'on est dans une bulle et qu'on a fait 35% en quarter to quarter, enfin year to date, c'est-à-dire que si vous prenez ici, vous dites hop, voilà, 10 septembre, vous allez au 10 septembre 2018, enfin 2017, pardon. Voilà, on était donc ici, ça veut dire que quarter to quarter, on est à plus 40%, ça veut dire annualisé, on est à plus 40%, on va voir si on espère des hausses de profitabilité toujours aussi grandes pour Apple. Honnêtement, moi je commence à avoir de plus en plus de doutes, plus on monte, plus ça devient dangereux. Donc on va voir, hein, mais bon, moi ça me semble quand même un petit peu survalorisé cette histoire-là. Mais c'est la bubule, c'est le délire, on essaie de voir jusqu'où Apple peut aller. Attention, ça peut très bien monter encore un peu plus que ça ne me surprendrait guère. Pour l'instant, on laisse la bubule s'installer sur la valeur et on attend sagement. Ça peut n'être qu'un faux signal, donc si vous rentrez maintenant, derrière, c'est surtout le moyen d'aller vous faire arracher jusqu'à 250 dans ce genre d'action. Donc il vaut mieux être un peu prudent, quitte à rentrer plus bas en cas de problème, mais tout simplement pas se mettre avant un gros catalyseur de marché, où le marché peut tout simplement dire « Ouh, super, génial, merci l'iPhone 10, on évalue, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Apple », et on remonte, se diriger vers les 250 $. Par contre, à ce prix-là, autant vous dire qu'au bout d'un moment, quand même, il va falloir se poser la question de la profitabilité réelle d'Apple par rapport au prix qui est proposé, et ça, à mon avis, ça va pas plaire à tout le monde. Le reste, on s'en fout. General Electric, est-ce que ça matérialise le bottom ou pas encore? Non, on est toujours en attente de la structure. Donc General Electric, j'attends qu'on arrive un petit peu plus bas. Je vais mettre mon alerte. Quand on arrivera sur ces prix-là, General Electric sera très intéressant pour des renforts. Pour l'instant, ça reste patient et spéculatif. Pas d'euphorie dedans. Voilà, je pense avoir plus ou moins fait le tour. Donc sur les indices aujourd'hui, à attendre patiemment et sagement
que les choses se mettent en place. Ça plafonne, donc c'est intéressant. Hein. C'est vrai que le Nasdaq hier n'a pas repris tous ses gains. Hein. On range. C'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que si cette précédente résistance ici le reste, si on tergiverse là, j'attends avec grand plaisir la prochaine impulsion baissière. Maintenant, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a rien à se mettre sous la dent, si ce n'est attendre patiemment que ce marché donne un signal vendeur, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je vous invite donc toujours à de la patience, à voir si aujourd'hui on peut avoir des prix et un signal vendeur pour essayer de se positionner à Wall Street. Si ça n'arrive pas, eh bien tout simplement attendre la grosse journée de jeudi et les chiffres sur l'inflation. Là par contre jeudi ça risque de bouger, mais s'il n'y a pas de mouvement anticipatif entre aujourd'hui et demain, eh bien tout simplement attendez jeudi. Voilà, bye bye, pardon, je prends vos questions. Alors, le TH s'effondre, ça sent pour bon. Bon, oui, on casse les 200 $, c'était prévu. On risque de voir 160, c'est possible, mais je ne pense pas qu'on ira voir 100 $. Mais en attendant, quoi qu'il en soit, ça ne doit pas vous faire flipper. Moi, j'attends un signal d'achat. Tant que je n'ai rien, je ne fais rien. D'update du JPN, effectivement, on va faire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais bon voilà, pour moi le JPN c'est du bruit, c'est vraiment du bruit. Le problème c'est que comme Wall Street est en train de museler complètement les marchés, à dire non 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 tout est haussier, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on gère tout le problème, on gère tout. On s'occupe de la volatilité, le reste c'est pas grave. Donc pour l'instant, moi je dis tant que cette mécanique se met en place, j'ai tendance à penser qu'on peut se maintenir ou en tout cas ne pas relâcher les gains. Il faut bien vous dire une chose, quand les marchés sont chers, d'accord, alors je ne parle plus des marchés chinois, les marchés chinois sont plus chers, ils ont perdu 25%. Ça c'est un marché très cher, voilà, on est sur du sommet, pas historique, mais on est sur des prix très 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 fortement valorisés au Japon. Quand vous êtes sur des prix assez chers et que vous avez du mal à progresser, généralement c'est pullback, voire pullback plus profond. Donc à voir, mais moi j'ai toujours tendance à penser qu'au Japon c'est baissier, mais il faut que Wall Street lâche la bride. Voilà. Tant que Wall Street ne lâche pas la bride, vous avez bien compris le principe, c'est-à-dire que Wall Street monte parce qu'il y a des vendeurs, et comme il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, mais qu'il y a toujours ce petit fonds, rachat d'actions, toujours assouplissement monétaire, pas aux États-Unis mais dans le reste du monde, donc voilà. Ça, c'est pas favorable à des baisses et à de l'agressivité baissière. Donc en fait, tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, comme je vous ai dit. C'est le sentiment que j'ai en ce moment du marché. On se regarde, on sait que ça va couiner bientôt ou un jour, qu'il y a des risques, mais on ne veut pas être le premier à taper, je vous l'ai dit. C'est comme le jeu de chaise musicale, celui qui s'assoit avant alors que la musique est toujours en train de... Celui qui essaie de s'asseoir alors que la musique est toujours en train de jouer est éliminé. De même que celui qui s'assera en dernier se fera démonter et perdra tout aussi bêtement le jeu. Donc il faut trouver un juste milieu, et c'est clairement ce que Wall Street essaie de faire, c'est-à-dire d'imposer son jeu. On continue, la musique tourne toujours, et on attend sagement qu'elle s'arrête. Alors, tout ce que tu peux faire de pertinent, c'est de l'analyse de THBTC. Ok, oui, alors moi après, c'est vrai qu'on peut faire THBTC si tu veux, mais je pense clairement voilà, que pour moi, le timing est à l'achat de long terme. Donc l'achat de long terme, pour moi, ne se fait pas par rapport à des BTC, mais par rapport à des USD. Les volumes que je recherche, je les recherche sur les marchés. Pour les institutionnels, c'est eux qui vont normalement essayer de prendre quelle position sur quelques altcoins et Bitcoin. Et c'est ces volumes-là que j'espère trouver. C'est ces volumes-là que j'anticipe. Maintenant, encore une fois, c'est de l'anticipation. Je peux me tromper. J'ai fait un buy and hold. Si j'ai tort, je perdrai les 7000 € que j'ai mis dans ces marchés. Et je suis totalement prêt à le supporter. BTC en bas du support, tu ne conseilles pas d'acheter, bizarre. Bah oui, parce que tout simplement, je m'attends à, comme je vous l'ai dit, il y a un risque volatile baissier qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que, je vous ai dit, BTC, ça ne m'intéresse pas de payer 6000 $. Moi, c'est soit je paye 3000, 4000, soit je ne paye pas et j'attendrai des cassures de résistance. C'est clair, c'est un choix que j'ai pris. Ça ne veut pas dire que les prix ne sont pas sur un support. Ça veut juste dire, oui, on est sur support, mais il n'y a pas le moindre signal. Donc pas le moindre signal égale pas de trade. Moi, je ne vais pas compliquer la tâche plus que ça.
Voilà. Les take profit, c'est pas des patterns que je recherche pour acheter. Tout comme je pense qu'on peut aller un peu plus bas sur Ethereum et compagnie. Donc, voilà, pas intéressé pour l'instant par des achats Bitcoin. De ton point de vue sur l'immobilier, des stratégies ou périodes d'achat constituent l'entreprise. Oula. C'est pas le moment d'investir et encore moins dans du crowdfunding. Mon point de vue sur l'immobilier, comme j'ai toujours dit, si vous avez l'intention, si vous voulez tirer profit de l'immobilier, c'est plutôt le moment de. Si vous avez plusieurs biens immobiliers, c'est plutôt le moment d'en revendre alors qu'ils sont hors de prix, avant éventuellement une petite récession et que du coup ça fasse baisser un peu les prix. Mais c'est simple. Voilà, l'immobilier, il faut bien vous dire un truc, ça bouge jamais trop. C'est-à-dire que même en phase de crise et compagnie, l'immobilier ça baisse rarement plus de 30%. Donc bon, est-ce qu'il y a réellement une opportunité de valorisation à vendre pour racheter éventuellement 30% plus bas dans le cas hypothétique d'une récession? Voilà, moi je pense que l'immobilier ça reste de toute façon toujours un assez bon investissement. Maintenant il faut faire attention, il ne faut pas tout acheter dans le même pays, tout acheter lié aux mêmes devises, c'est-à-dire qu'effectivement si vous avez juste 15 baraques en France, vous prenez peut-être un risque. Voilà, bon, moi je répartirais un peu mieux. Dans ce sens-là. Maintenant, si vous avez juste une résidence principale, éventuellement une petite résidence locative, je vois vraiment pas l'intérêt de se dire panique à bord, il faut revendre et tout ça. Voilà. Oui, je me suis fait à quel site? Tout simplement un mot de passe pas suffisamment secure et j'aurais pas pensé que ça puisse se passer aussi mal. Que penses-tu de SOP? Ah oui, Sopra, tiens, c'est marrant, ça fait un moment que j'en ai pas entendu parler de celle-là. On va regarder. C'est quoi le code Sopra du coup? SOP. Alors, Sopra. Ouf, ouais, non, là, tu es dans un marché émotionnel et ça sent pas très très bon. Enfin, c'est pas forcément terminé, ça veut pas dire que le support va céder, mais là, en tout cas, les recherches d'achat, bon voilà, tu vois, tu as un marché ici qui avait fini sa tendance haussière, qui a poursuivi malgré tout, ça trouve des prises de profit, ça chute brutale. Moi, je ne me placerai pas à l'achat d'un truc pareil, hein, clairement pas. Et là, j'ai plus de signaux exploitables, c'est-à-dire que le dernier signal est un double signal vendeur ici. Bon, c'est un take profit, ce qui fait qu'effectivement l'objectif c'est de revenir visiter des supports. Donc je dirais que tu as une résistance ici, des anciens supports par là, c'est oscillant. Si tu veux, tu peux acheter un bas de range, mais ça reste un trading de range. Et c'est pas selon moi la stratégie la plus stratégique à adopter. Là en gros, tu prends ton bottom ici, hop, tu prends ton sommet là, tu mets un trading de nœud. Hein, on est bien d'accord. Là, l'objectif, je viens de te faire le contexte. Hein. Le contexte, c'est que là, à mon avis, tu es en train de retracer. Donc, tu regardes. Pardon, c'est pas trading de nœud. Ce que je voulais te dire, c'est. Voilà. Hop. Tu regardes si tu es à proximité d'un retracement. Effectivement, tu es sur du 38%. Ça me paraît pas inintéressant, entre 38 et 50, si tu veux jouer un petit achat en range, d'accord? C'est-à-dire l'objectif ici, rappelle-toi, ça va être donc de trouver le bottom du range. Pour l'instant, il est trop tôt pour être validé. Il te faudra un double signal acheteur et une fois que tu l'auras trouvé, tu fais résistance, on va y arriver, support que tu auras formé là et là tu mets un trading de nœud. Ok? Quand tu auras fait ça, effectivement, là, tu te dis, c'est hop, j'attends, j'essaie de trouver une structure trading de nœud. Donc, rappelle-toi comment ça se passe. Tu attends que ça valide le support, tu mets à jour tes Fibo. Il faut rentrer dans la zone de nœud, acheter le pullback ici en zone bleue et viser la zone rouge. Ok? C'est ça que tu vas essayer de faire. Celui-là, tu peux essayer de le prendre en spéculatif, de trade. Moi, je ne m'y risquerai pas. Moi, j'attendrai plutôt effectivement un double signal acheteur qui se positionnera. Tu es déjà bullish. Ici, tu as le momentum qui commence à valider, mais tu n'as pas encore le triangle bleu. Donc, soit tu attends qu'il y ait le petit triangle bleu qui arrive, et ça peut se produire là, mais ça peut retomber jusque là. Hein, donc, tu as tous les supports ici qui sont potentiellement revisitables. Donc voilà, moi je dirais, si ce n'est pas le 38 qui paye, ce sera probablement le 50%. Et derrière, ton objectif, ça va être donc de baisser ta zone de nœud. Okay, et il faudra venir là-dedans, puis acheter la zone bleue en pullback. D'accord? Acheter là et viser la zone rouge. D'accord? Tout simple, hein, viser un trading de range stupide, acheter le pullback et ici essayer donc de jouer les ventes. Alors, les ratios FIBO d'un range, c'est tout simplement les classiques, hein, donc 23,6, 38,2, 61,8, 76,4 et les bords de zone là, d'accord, puisque moi je mets ces petites zones. Ici c'est 85,4 et ici c'est 14,6.
Alors, un compte Telegram. Telegram, je le fais, mais plus pour les Anglais. Ils préfèrent, enfin, en français, c'est pas trop utilisé comme système. Alors, application de la stratégie, c'est vraiment super car ça permet de remettre toutes les connaissances dans l'ordre. On en refera une prochaine. C'est vrai que là, en ce moment, c'est pas le meilleur timing. C'est la rentrée, j'ai beaucoup de boulot, très peu de temps, beaucoup de problèmes à régler. Et puis en plus, après, là, je repars. Donc, à la fin du mois, c'est pareil, je vais rebouger beaucoup. Donc là, en ce moment, j'ai pas trop de temps pour vous faire du contenu éducatif. Mais vous inquiétez pas, dès que le temps reviendra, c'est les premières choses qu'on remettra en place. Alors, c'est possible que ça entraîne l'Ethereum à moins de 200 $, je n'en sais rien. Arrêtez ces relations de cause à effet qui certes ont fonctionné pendant des mois, mais ne sont absolument plus, pour moi, utilisables ou exploitables, tout simplement parce que le risque que ça ne fonctionne pas soit bien plus grand. C'est-à-dire que de vous dire, si Bitcoin baisse, je préfère vendre l'Ethereum parce qu'il est plus faible, si vous jouez ce jeu-là, au bout d'un moment, vous risquez de vous prendre une mèche de 20% sur l'Ethereum qui va reprendre d'un coup à la hausse. Donc faites très attention à ça. Voilà. Moi, je pense qu'il faut maintenant arrêter de réfléchir corrélation, faire votre choix sur les achats de long terme, mais dites-vous que quand on est sur ces marchés-là, spéculateurs de court terme contre acheteurs de long terme, ça crée des distorsions de prix et des distorsions techniques, c'est-à-dire que là, tout ce que vous pouviez utiliser habituellement dans un marché, là, ça va devenir un peu plus compliqué, les pistes sont un peu plus brouillées, tout simplement pour des raisons bêtes et méchantes de mécanique des fluides. Quand les investisseurs de long terme arrivent, les volumes qu'ils exploitent sont bien plus gros que les investisseurs de court terme spéculateurs, et tout simplement, ça nécessite la mise en place de stratégies de market making, c'est-à-dire des stratégies de piège à con, quoi. Donc il est logique que le marché ici devienne plus bruyant, plus piégeux. C'est pour ça que moi, face à ces marchés-là, j'arrête de spéculer, j'arrête d'essayer de chercher à comprendre à court terme. Tout ce que j'essaie de comprendre, c'est de me dire, vu que je ne comprends pas, on est sur une zone d'achat de long terme, soit vous faites rien, vous attendez que les signaux soient validés, soit vous spéculez à long terme, c'est-à-dire vous faites un buy and hold, c'est tout. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un choix. Maintenant, je vous ai dit, moi, je m'en fous. L'Ethereum, qu'il aille à 100 $, qu'il aille à 55 $, je m'en branle. Tout ce qui m'importe, c'est que derrière, il aille chercher mes targets. Et s'il y va jamais, tant pis, ce sera une perte. Voilà. Mais encore une fois, tout est lié au dimensionnement de la position. Si un Ethereum à 50 $, ça vous ruine complètement et ça vous rend complètement nerveux, c'est qu'il y a un problème par rapport à l'exposition que vous y avez octroyée. Moi, ce n'est pas mon cas. Si ça va à 50 $, je ne vais pas pleurer. Et puis si ça vaut 0 demain, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Je pense qu'il y a un timing d'investissement à faire dessus. Je le fais. Maintenant, ça reste un investissement spéculatif. Et je ne fais pas plus que ça. Voilà. Ça fait partie de mon portefeuille d'investissement, ça fait partie de mon portefeuille d'investissement spéculatif. Donc pas plus de 5-10% du capital dessus. Moi, je mets à peu près 10%, mais c'est tout. Voilà, je ne fais pas plus que ça. Et si je dois les perdre, c'est comme ça. Voilà, ça arrivera. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à demain. Bye bye.